Bonjour, chers amis de la clé de la souveraineté. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième volet de notre voyage à la reconquête de notre statut intégral d'être humain. J'espère que tout se passe au mieux pour chacun et chacune d'entre vous dans vos pratiques quotidiennes pour restaurer le contact avec votre monde intérieur, là où se trouve la clé de votre souveraineté. Car rappelez-vous, la connaissance ne s'applique pas d'elle-même, et tout ce qui est partagé ici dans ces enregistrements ne prendra de la valeur pour vous que si vous le mettez en pratique. Nous avons vu dans les deux premières parties que nous étions beaucoup plus qu'une simple personne dotée d'un corps physique, habitée par un mental et animée par des émotions. Nous avons vu que nous étions en réalité une conscience habitant cette personne et habitant aussi quatre autres niveaux d'identité supérieure, l'âme, la surâme, l'avatar et le rishi, le tout agencé à la manière des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, chaque niveau supérieur contenant et interagissant avec tous ces niveaux inférieurs. L'ensemble s'articulant autour d'une anatomie énergétique ultra sophistiquée, faisant de nous des êtres omniscients, omnipotents et omniprésents. Nous avons vu aussi que cette construction complexe a été voulue et conçue au départ par le divin dans un but précis, celui de s'expérimenter lui-même ou elle-même, pour mieux comprendre sa nature et qui il ou elle est vraiment. Nous sommes ici, évidemment, en plein cœur du mystère de la création, et pour ma part, je crois en cette explication en me basant sur la fameuse affirmation tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, et aussi sur l'observation que tout être humain qui arrive à un certain niveau de conscience devient littéralement habité par l'idée de découvrir qui il ou elle est vraiment. Alors, en parlant de niveau de conscience, nous savons maintenant que le mécanisme d'élévation de la conscience est naturel et entièrement intégré dans notre anatomie énergétique et que nous ne devons donc pas plus y penser que nous devons penser à faire battre notre cœur ou à respirer. Par contre, comme pour notre cœur et notre respiration, nous sommes responsables de créer les conditions pour que ces fonctions vitales puissent se dérouler normalement. Par exemple, si nous passons le plus clair de notre temps dans un environnement pollué et que nous ne faisons jamais d'exercice physique, nos fonctions vitales vont progressivement se dégrader. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer la suite du scénario. Idem pour notre fonction d'élévation de conscience. Celle-ci ne peut se dérouler normalement que si nous créons dans notre vie quotidienne les conditions requises. Sinon, nous restons coincés dans notre niveau de conscience actuel jusqu'à ce que nous finissions par perdre le seul véhicule nous permettant de nous exprimer à part entière en tant que conscience, notre corps physique. Donc, comment créer les conditions requises pour que nous puissions poursuivre notre élévation en tant que conscience? Tel est le sujet principal de cette troisième séance de la clé de la souveraineté. Comme d'habitude, les implications pratiques des notions qui vont suivre au niveau de la vie quotidienne ne deviendront réalité que pour ceux et celles qui prendront le temps nécessaire de les comprendre, de les assimiler et surtout de les expérimenter dans leur quotidien. C'est l'intention profonde et sincère de faire ce travail de compréhension, d'assimilation et d'expérimentation qui deviendra rapidement la cause principale de tous les bienfaits qui vont se produire dans votre vie. Et comme vous le savez, l'intention étant soumise à la volonté, donc à votre esprit conscient, vous êtes donc bien en position de pouvoir par rapport à votre destinée de conscience incarnée. Ceci étant dit, nous sommes prêts pour le départ, donc bouclez bien votre ceinture. Voyons d'abord concrètement ce qu'est l'élévation de conscience. Pour un être humain, l'élévation de conscience est un processus naturel, intégré dans son anatomie énergétique et qui lui permet de s'éveiller progressivement à chacun de ses niveaux d'identité, en partant du niveau le plus bas, la personnalité, jusqu'au niveau le plus haut, le rishi, en passant successivement par le réveil à son âme, sa surâme et son avatar. S'éveiller à un niveau d'identité signifie concrètement
retrouver la communication consciente avec cette partie de nous-mêmes habitant ce niveau et accéder en conscience aux sens et aux fonctions associées à ce niveau. Donc, pouvoir les utiliser au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons encore du mal à savoir exactement quelles sont les intentions profondes de notre âme dans cette incarnation. Et nous avons une certaine difficulté aussi à capter tous ces messages. Le seul moyen fiable dont nous disposons sont nos émotions. Ils sont, comme vous le savez peut-être, des signaux générés par l'âme à travers notre corps physique, dans le but de nous indiquer une direction. Tant que je suis traversé par des émotions harmonieuses, agréables, c'est que je suis sur le chemin voulu par mon âme. Mais dès que des émotions négatives m'envahissent, c'est un signal de mon âme pour me prévenir que je suis en train de m'en écarter. C'est simple, mais vous admettrez en même temps qu'il serait bien plus efficace de capter les messages de notre âme de manière complète et non ambiguë, plutôt que sous forme de messages codés via nos seules émotions. Et c'est précisément ce qui se produira dès que votre élévation de conscience atteindra et englobera entièrement le niveau d'identité de votre âme. Sur un plan purement énergétique, intégrer un nouveau niveau d'identité signifie que nous sommes devenus capables de supporter dans tous nos corps inférieurs les fréquences les plus élevées auxquelles ce niveau fonctionne. Et cela signifie aussi que les brins d'ADN qui correspondent à ces fréquences ont été activés. Alors pour le niveau de l'âme qui fonctionne sur les fréquences des dimensions 4, 5 et 6, donc les dimensions du deuxième univers harmonique, nous commençons à l'intégrer en conscience, ou à prendre conscience, si vous voulez, dès que notre quatrième brin d'ADN s'active, et que nous pouvons donc supporter les fréquences plus subtiles de la quatrième dimension dans tous nos corps inférieurs, corps physique, émotionnel et mental. L'intégration complète du niveau de l'âme sera réalisée lorsque notre sixième brin d'ADN se sera complètement activé et nous pourrons alors fonctionner en toute autonomie dans les 6 premières dimensions et poursuivre notre évolution vers nos niveaux d'identité supérieurs exactement de la même manière. Maintenant que nous avons une idée plus précise de cette notion d'élévation de la conscience, et toujours dans le but de comprendre exactement ce que nous avons à faire pour que cette élévation se déroule normalement dans notre vie quotidienne, il nous faut intégrer une autre notion capitale liée à la conscience. Supposez que vous croisiez quelqu'un qui fonctionne au quotidien à un niveau d'identité supérieur à vous, disons en sixième dimension. Et supposez que vous fonctionniez encore, pour l'instant, à votre niveau le plus élevé, en quatrième dimension. Ce n'est pas parce que ce quelqu'un évolue en conscience à un niveau supérieur à vous qu'il ou elle est automatiquement meilleur que vous ou qu'il ou elle est automatiquement bonne dans ses intentions vis-à-vis de vous ou de son environnement. Il y a donc autre chose qui entre en jeu et qui donne en quelque sorte une tendance, une couleur ou une intention à la conscience, suivant qu'elle est alignée ou non sur l'harmonie et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sur la source ou le divin, si vous préférez. Ce qui se passe ici, c'est qu'en vertu de la loi du libre arbitre, toute conscience peut décider à tout moment d'expérimenter ce qu'elle désire, y compris de se séparer de la source elle-même. En termes énergétiques, ça veut dire qu'une conscience qui déciderait de faire cette expérience de séparation, en coupant donc sa communication avec la source, interromprait ainsi le flux continu d'énergie vitale qui l'alimente. La conséquence directe et immédiate serait l'obligation pour cette conscience, séparée de la source donc, de devoir puiser continuellement son énergie auprès d'autres consciences dans le simple but de rester en vie. Les consciences qui ont choisi de se séparer de la source sont des consciences dites axées sur le service à soi-même et qui sont dans des comportements de type prédateur ou parasitisme, c'est-à-dire qui s'alimentent de l'énergie des autres sous quelque forme que ce soit.
À l'opposé, les consciences qui fonctionnent dans le respect des lois universelles et en harmonie avec la source sont des consciences axées sur le service aux autres, aussi parfois appelées consciences de cristal. Ces deux types de conscience, service aux autres et service à soi-même, coexistent dans notre univers et se retrouvent partout, même dans la nature. La première, le service aux autres, fonctionne en harmonie avec la source et les lois universelles, dans le respect d'autrui. La seconde, le service à soi-même, fonctionne en mode parasite et prédateur, donc au détriment d'autrui, en séparation de la source et en infraction avec les lois universelles. Au niveau des humains, il est rare de trouver un être qui soit une conscience à 100% de type service aux autres ou à 100% de type service à soi-même. Il est facile d'identifier les consciences qui sont 100% axées sur le service aux autres. Ce sont par exemple les avatars qui ont fait ou qui font progresser l'humanité, les Jésus, Bouddha, et de nos jours, Mère Mera, Ama, etc. Quant aux consciences à 100% axées sur le service à soi-même, ben, mieux vaut ne pas les croiser sur notre route. Alors, pour ce qui est de la très grande majorité des humains sur la planète, dont vous et moi, nous sommes encore des consciences composées d'un mélange de service aux autres et de service à soi-même. Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, une partie de nos comportements sont axés sur le service aux autres et une autre partie sur le service à soi-même. Et dans ce dernier cas, nous prenons donc de l'énergie à ceux ou celles qui nous entourent pour notre seul usage et profit personnel, sans contrepartie, consciemment ou inconsciemment. Quelques exemples au quotidien. Un patron qui exploite ses salariés, un mari qui maltraite sa femme, un commerçant qui abuse de ses clients, un politicien qui trompe ses électeurs, un malotru qui manque de respect à une femme, moi-même lorsque je ne tiens pas mes promesses faites à autrui, ou que je passe ma colère sur mes proches ou sur mes voisins, ou que j'achète continuellement des produits à emballage en plastique alors que les mêmes produits existent en naturel et au même prix, etc., etc. Nous pourrions remplir une encyclopédie avec tous les comportements de type service à soi-même qui nous animent au quotidien. Et cela, malgré toutes nos bonnes intentions et notre volonté de bien faire. Mais pourquoi diable choisissons-nous de vivre comme cela alors qu'il nous suffirait de rester alignés sur les lois universelles pour recevoir en permanence et en abondance tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie encore 10 ou 100 fois meilleure que nos conditions de vie actuelles? Vous connaissez déjà la réponse. La rivière des rêves. Car l'écrasante majorité des êtres humains ne fait pas le choix du service à soi-même de manière consciente ou délibérée. Nous avons subi au cours du temps, en tant que race et aussi en tant que conscience individuelle incarnée, des conditionnements et des modifications génétiques qui ont affecté notre ADN et notre empreinte mentale, au point de nous faire croire que la plupart de nos comportements de type service à soi-même sont naturels. L'ennui, c'est qu'à chaque fois que nous nous comportons de la sorte, nous nous empêchons de nous rapprocher un peu plus de la source, via le processus naturel d'ascension qui fait partie de notre patrimoine génétique. J'aimerais à nouveau vous proposer une façon toute nouvelle de vous voir en tant qu'être humain. Vous avez déjà consenti une première fois à ce type d'exercice en acceptant l'idée que vous n'étiez pas simplement une personne douée de conscience, mais que vous étiez une conscience habitant une personne, ainsi qu'une âme, une surâme, un avatar et un rishi, en allant encore un peu plus loin, et en vous souvenant que la conscience est énergie, et que l'énergie est consciente, et que rien n'existe dans cet univers en dehors de la conscience, vous êtes donc aussi bel et bien de l'énergie pure en continuel mouvement et en perpétuelle transformation. Et plus que cela, vous n'êtes pas de l'énergie bas de gamme, vous êtes de l'énergie de qualité premium, extrêmement prisée par des prédateurs dont la conscience est de type 100% service à soi-même, qui rôdent dans vos parages tels des requins attirés par le sang.
Vous pensez peut-être que l'image est un peu forte. Pourtant, me croiriez-vous si je vous disais que votre vie est un véritable champ de mines où chaque mine est un piège de conscience destiné à vous prélever un petit peu de votre précieuse énergie, que vous n'aurez donc plus à votre disposition pour vous faire avancer à votre propre évolution. Nous appelons un piège de conscience tout ce qui, dans notre quotidien, dévie notre énergie conscience de nos buts essentiels, axés sur le service aux autres, alignés sur la source et les lois universelles. Et Dieu sait si les pièges de conscience sont nombreux autour de nous, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Je vous en donne juste deux exemples au niveau collectif et je vous laisse le soin d'en trouver d'autres par vous-même. L'un des plus grands pièges de conscience au niveau collectif est le fameux triangle de Karpman, ou le modèle bourreau-victime-sauveur, qui entraîne chaque jour des milliards de gens sur la planète dans toutes sortes de situations de souffrance et qui dévie constamment leur énergie de la réalisation de leur but essentiel. Un autre grand piège de conscience installé au niveau collectif est la société de consommation qui conduit les gens à travailler, donc à échanger leur énergie contre de l'argent, pour se procurer toutes sortes de choses dont ils n'ont pas vraiment besoin, ou à chercher à réaliser des buts qui ne sont pas en phase avec leur véritable mission de vie, dont ils ignorent d'ailleurs souvent l'existence, car personne ne leur a enseigné l'existence même d'un tel concept. Encore un piège de conscience secrètement installé au niveau collectif. Au niveau individuel, les pièges de conscience sont partout autour de nous également. En voici quelques exemples. Tous les conditionnements acquis durant l'enfance, les fais attention, tu n'y arriveras pas. Ah, qu'est-ce que tu es maladroit, sois sage. Oh, c'est pas bien de faire ça, etc., etc., qui continuent à influencer notre vie d'adulte et qui continue même parfois à se propager à travers nous, à notre descendance. Tout ce qui transmet de la peur, un autre exemple, tout ce qui transmet de la peur sans qu'il y ait vraiment de danger immédiat à réellement affronter, c'est inévitable si on écoute les médias, par exemple. La peur est un hameçon qui nous accroche et qui nous éloigne de notre vrai chemin. Autre exemple, les addictions aux séries télévisées, à Netflix, aux réseaux sociaux, etc., qui consument notre temps de vie et nous empêchent de le consacrer à ce qui nous tient vraiment à cœur. Encore un exemple de pièce de conscience, à un titre individuel, la gratification immédiate, encouragée par une multitude de conditionnements et qui nous entraîne toujours à faire ce qui nous plaît à court terme plutôt qu'à faire ce qui doit être fait pour le bien de notre futur soi. Autre exemple, le jugement, un grand classique, qui nous ancre dans nos certitudes égotiques, le plus souvent fausses et construites à partir de la vision tronquée de la rivière des rêves. Encore un exemple, toute la gamme des réactions égotiques, principalement basées sur la croyance que nous sommes notre personnalité et qu'il n'y a rien d'autre en dehors d'elle qui mérite notre attention. Je pourrais continuer pendant des heures entières à citer des exemples. Euh, Donc, je vous suggère de prendre le temps nécessaire pour bien assimiler cette notion cruciale de piège de conscience liée au service à soi-même et de découvrir comment elle se manifeste à votre niveau, car ça vous aidera à mieux effectuer le travail pour en sortir. Et justement, quel est ce travail nécessaire pour sortir des pièges de conscience qui ponctionnent notre énergie jour après jour? Ce travail se répartit en trois thèmes principaux: harmoniser, restaurer et se protéger. Alors voyons d'abord le premier, harmoniser. Il s'agit là de déconstruire progressivement tous les pièges de conscience qui agissent au travers de notre ego-personnalité. Avant d'entamer notre travail d'harmonisation, nous gaspillons la plus grande partie de notre énergie à juger, à émettre des opinions, à nous comparer aux autres, à être en compétition avec eux, à désigner des ennemis ou des bourreaux, à avoir peur de tout et de rien, à nous culpabiliser même pour des choses dont nous ne sommes pas responsables, à nous plaindre ouvertement ou secrètement des injustices qui nous accablent, à croire et à obéir aveuglément à toute autorité
s'imposant comme supérieur à nous, etc., etc. Alors, ok, c'est peut-être pas tout cela en même temps pour tout le monde, mais nous avons tous nos spécialités qui se trouvent forcément dans cette liste. Et ici, j'ai une excellente nouvelle pour tous les pratiquants fidèles de la clé de la maîtrise. Si vous en faites partie, vous êtes déjà en train de faire ce travail de démantèlement des pièges de conscience localisées dans votre mental ego, en pratiquant les fondamentaux de la clé de la maîtrise. Sans ces outils précieux et puissants, il serait littéralement impossible de se débarrasser de la plupart de ces pièges de conscience, à moins d'avoir la vocation d'un saint ou d'une sainte dès la naissance. Car ces pièges sont méthodiquement introduits dans notre empreinte mentale dès notre plus jeune âge, et je ne dois pas vous rappeler comment celle-ci agit euh, et régit toutes nos actions et donc notre vie, jusqu'à ce que nous en prenions conscience et que nous décidions de faire quelque chose pour que cela change. En parallèle et en phase avec ce travail d'harmonisation basé sur la pratique des fondamentaux de la clé de la maîtrise, vient le travail de restauration. Qu'y a-t-il à restaurer? Plusieurs choses, et pour chacune et chacun d'entre nous, des choses différentes selon notre histoire personnelle. En premier lieu, pour tout le monde, il y a toujours des choses à restaurer au niveau de la confiance en soi, car celle-ci a été érodée chez la plupart depuis l'enfance, parfois par la maladresse des parents, mais toujours par la société, car nous sommes constamment écartelés entre deux dérives opposées. D'un côté, la culture judéo-chrétienne, qui intimide avec l'image d'un Dieu moralisateur et punisseur, et de l'autre côté, la dérive du scientisme matérialiste, qui assène partout sa certitude que c'est la matière qui est à l'origine du monde, en nous imposant donc de marcher sur la tête, en niant l'existence de l'esprit, même quand nous en ressentons sa présence au fin fond de nos tripes. Une autre chose à restaurer d'urgence chez la plupart d'entre nous est notre capacité d'attention. Celle-ci a subi des attaques en règle depuis l'avènement de la télévision, puis des séries télévisées, des Netflix, YouTube et autres chaînes de réseaux sociaux, au point que ceux et celles qui parviennent encore à rester plus d'une semaine éloignés de ces redoutables pièges de conscience, deviendront bientôt éligibles au Guinness Book des records. Mais la réalité est que sans la maîtrise de notre capacité d'attention, nous ne pouvons pas effectuer le travail nécessaire pour nous débarrasser de tous nos comportements de service à soi-même et pour nous aligner donc complètement sur le service aux autres, tout simplement car nous ne trouvons plus le temps de le faire, ni même d'y penser. Une troisième chose à restaurer, c'est notre ADN et notre empreinte originelle de santé. Les deux subissent constamment des altérations de tous ordres depuis très longtemps. Et ceux qui les provoquent à l'insu des masses exploitent l'ignorance généralisée que l'ADN et la bonne santé du corps sont indispensables pour assurer la croissance spirituelle de l'être humain. Et à propos, que veut dire croissance spirituelle en termes concrets? Ça veut dire pouvoir s'élever en conscience et remplacer progressivement tous nos comportements résiduels de service à soi-même par des comportements axés sur le service aux autres. Alors, comme pour l'harmonisation de notre ego-personnalité, les fondamentaux de la clé de la maîtrise sont aussi très efficaces pour nos tâches de restauration. Par exemple, le constructeur d'empreinte mentale est un excellent outil pour aider à la restauration de notre confiance en soi. Toutes les habitudes créées autour de la diète mentale, de la pause assise ou de la fiche des services contribuent à la récupération de nos facultés d'attention et de concentration. Alors pour ce qui est de la restauration de notre ADN et de notre empreinte de santé, la tâche s'annonce plus ardue, car il va falloir assimiler quelques pratiques plus avancées de visualisation pour nous acclimater aux fréquences des dimensions supérieures qui sont seules capables d'opérer ces changements dans nos corps subtils, jusqu'à atteindre les composants de notre corps physique. Nous reviendrons évidemment sur ces pratiques durant les prochaines sessions live et nous aiderons de notre mieux ceux et celles d'entre vous qui souhaiteront se les approprier. Alors pour que les travaux d'harmonisation et de restauration
puissent faire leur œuvre et nous conduire progressivement à nous comporter dans tous les domaines de notre existence comme des consciences axées sur le service aux autres, il y a un troisième travail indispensable à mettre en place. Il faut se protéger. Alors, que devez-vous protéger? Ben, vous le savez déjà, votre monde intérieur que vous êtes en train de nettoyer au Karcher par vos tâches d'harmonisation et de restauration évoquées il y a un instant. De quoi devez-vous vous protéger? Ben, là aussi, c'est simple. Vous cherchez de votre mieux à vous protéger de tout ce qui émane d'autres consciences alignées sur le service à soi-même et de tout ce qui encourage, favorise ou déclenche des comportements de service à soi-même chez vous. Ici aussi, des outils pratiques comme la diète mentale et la gratitude sont d'une aide ultra précieuse. D'autres pratiques peuvent s'y joindre pour renforcer l'armure, apprendre à s'écouter, c'est-à-dire à détecter et décoder les messages continuels que nous envoient nos identités supérieures, âme sur âme et avatar, et qui passent toujours par le canal du cœur. Avec un peu d'entraînement et de développement de notre sens de l'observation, nous pouvons petit à petit ressentir le type d'énergie à laquelle nous avons affaire, qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu, d'un message ou d'une situation, et donc à pouvoir discerner le vrai du faux, tout en se rappelant toujours que ce qui est vrai pour les autres ne l'est pas nécessairement pour nous-mêmes et inversement. C'est pour ça que apprendre à repérer notre première impression ou à suivre notre intuition en toutes circonstances peut devenir un atout majeur. Une autre compétence très utile à développer pour améliorer notre discernement, c'est l'écoute active et le décodage du langage utilisé par nos interlocuteurs. Est-ce que c'est un langage respectueux, pouvant parfois être intransigeant, mais toujours clair, transparent et authentique, traitant les auditeurs en adultes et leur laissant toujours le choix final de croire ou de ne pas croire, de suivre ou de ne pas suivre ce qui est partagé? Ou bien est-ce un langage grossièrement ou subtilement chargé d'ego, autoritaire, infantilisant ou avec des sous-entendus manipulant les auditeurs via leur conditionnement, les besoins de reconnaissance et d'appartenance à un groupe, peur de paraître ignorant, influençable par l'autorité, etc. Sans doute, la plus précieuse des méthodes de protection est le développement de votre propre trousse à outils, en y mettant les pratiques qui fonctionnent le mieux pour vous. Ça pourrait être des mantras, des prières ou des pratiques de visualisation. Personnellement, la pratique du Ho'oponopono a été déterminante pour mon évolution personnelle depuis plusieurs années. Une autre pratique que j'ai découverte plus récemment, dans le cadre de mon étude du système de guérison biospirituelle Katara, est celle du bouclier 12D, 12 dimensions, ou plutôt 12e dimension. Nous partagerons quelques-unes de ces pratiques durant les séances live et nous sommes évidemment curieux de découvrir celles que vous avez découvertes et qui marchent pour vous. En conclusion de cette introduction à la troisième étape de notre chemin vers la souveraineté, nous avons tenté de mettre en lumière les mécanismes concrets de l'élévation de conscience et nous avons identifié les deux orientations possibles de la conscience, celle du service aux autres, alignée avec la source, et celle du service à soi-même, séparée de la source. Ces deux orientations de la conscience existant non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Et nous avons vu qu'une multitude de pièges de conscience freinent ou même empêchent notre élévation de conscience en nous gardant prisonniers dans des comportements axés sur le service à soi-même. Enfin, nous avons vu avec quels moyens et outils concrets nous pouvions retrouver progressivement notre alignement naturel avec la source en restaurant en nous des comportements axés sur le service aux autres et alignés sur les lois universelles. Lors de notre précédente séance, vous aviez été invité à faire un pas décisif, celui de vous reconnaître non plus comme une simple personne ayant une conscience, mais comme une conscience incarnée dans une personne et évoluant à travers plusieurs niveaux d'identité. J'espère que cette petite plongée dans l'univers de la conscience vous apportera quelques repères supplémentaires et un peu plus de clarté dans cette nouvelle vision de vous-même
en tant qu'être multidimensionnel. Dans tous les cas, soyez patient avec vous-même, car cette conquête de votre souveraineté est un long chemin d'expérimentation, de patience et de présence à soi. Nous nous retrouverons prochainement en direct pour approfondir tout cela ensemble, répondre aux questions, partager les expériences et continuer ensemble ce voyage passionnant vers notre souveraineté d'être humain. À très bientôt dans l'écoute du cœur.